Je m'appelle Alain Sicard, j'ai 87 ans et je suis donc retraité et je suis membre de l'équipe CRLA de Poitiers, centre de recherche que j'ai fondé il y a très longtemps et dont j'ai été le directeur de longues années. Ma spécialité, c'est les littératures hispano-américaines. J'ai travaillé sur des prosateurs, tels que surtout sur Julio Cortázar, sur Roa Bastos, mais ma spécialité, ma véritable spécialité, mon sujet de thèse, a porté sur la poésie hispano-américaine, notamment Pablo Neruda et César Vallejo. J'ai soutenu ma thèse il y a très 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 longtemps, puisque c'était il y a plus d'un demi-siècle, en 1977, en 77, à l'université de Bordeaux. Alors, en ce qui concerne les directeurs de thèse, j'en ai eu deux. Et aucun des deux, bien sûr, n'a été le président de mon jury, n'a participé à mon jury. Je m'explique. Le premier que j'ai eu, c'était celui qui m'avait fait entrer à l'université. À l'époque, c'était une époque bénie, puisque, enfin, je ne sais pas si c'était une époque bénie, pas très démocratique en tout cas, mais on était recruté par cooption. Et un jour, moi, le professeur m'a fait venir, il m'a dit Sicard, passez l'agrégation et vous avez un poste. Bon. Alors, donc je suis entré comme ça à l'université et ce professeur, c'était Amédée Mas, qui était un spécialiste de Quevedo. J'ai donc fait ma thèse sur Neruda avec Amédée Mas, qui était un homme très pittoresque, d'origine paysanne. Et un jour, j'ai eu ce privilège d'avoir à ma table, pendant que je rédigeais ma thèse, d'avoir à ma table mon sujet de thèse, Pablo Neruda, et mon directeur de thèse, qui se sont entendus comme larrons en foire. Parce que tous les deux aimaient la bonne chair, tous les deux avaient beaucoup de choses à dire, tous les deux étaient des admirateurs de Quevedo. Neruda avait une passion pour les sonnettes de Quevedo. Et donc, j'ai donc fait ma thèse avec Amélie Mas, qui me laissait faire, évidemment, comme il ne connaissait rien, Pablo Neruda. Je faisais ce que je voulais avec ma thèse. Ensuite, 68 est arrivé, et puis Amélie Mas, alors, je pense qu'il est mort. J'avoue de ne pas me souvenir. J'ai regardé sur Internet et j'ai vu un Amédée Mas qui était mort à l'âge de 97 ans. Est-ce que c'est lui? Je ne sais pas. Enfin, toujours est-il qu'il n'était pas en état de continuer à diriger ma thèse. Et j'ai donc cherché un autre directeur de thèse qui a été Noël Salomon. Alors, je ne sais pas si le nom de Noël Salomon dit quelque chose aux nouvelles générations, mais je crois que Noël Salomon était la dernière grande figure. Il est excellent professeur depuis, bien sûr, dans l'hispanisme, mais la dernière grande figure de l'hispanisme, c'était Salomon. Il y a eu Bataillon et il y a eu Salomon, Noël Salomon. C'était l'époque des hispanistes érudits qui étaient capables d'intervenir dans tous les domaines. Et Salomon était un communiste, ce qui n'est pas sans importance, que la suite le dira. Et donc, il a été mon directeur de thèse,
Et au moment où je devais soutenir ma thèse, il est tombé gravement malade, il était asthmatique. Mais pour ne pas me retarder, il a confié à un de ses amis, qui est également un de mes amis, Pierre Galacoste, qui lui était un spécialiste de la Célestine, qui était un Bordelais, de diriger, de présider la soutenance de ma thèse. Bon, alors, en ce qui concerne mon parcours, donc, au sortir de la licence, j'avais fait un mémoire de maîtrise, ce qu'on appelle le master maintenant, à l'époque c'était le mémoire de maîtrise. Je ne sais pas s'il existe toujours d'ailleurs. Et j'avais fait un mémoire de maîtrise sur Lorca et le surréalisme. Et bon, d'abord j'avais envisagé de faire une thèse sur Lorca, mais ça m'avait semblé un sujet un peu étroit à l'époque, je ne sais pas, enfin bref. Sur ces entrefaites, je suis parti pendant un an après ma licence, c'est-à-dire en 1957, je suis allé dans le nord de l'Espagne, dans les Asturies, où j'ai dirigé une alliance française à Oviedo pendant un an. Là, j'ai été au contact de l'oligarchie espagnole et j'en suis revenu profondément écœuré par ce milieu. Et j'ai donc, à mon retour, en 1958, j'ai adhéré au Parti communiste. Ensuite, la guerre d'Algérie arrive et je refuse de faire le coton des officiers comme comme on proposait à tous les intellectuels. Et je reste avec la troupe et je pars en Algérie. Et c'est là-bas que s'est produit un événement qui est romanesque et tragique, et qui a été décisif pour le choix de ma thèse. C'était un moment où, en Algérie, j'avais vaguement envisagé de faire une thèse sur Unamuno, ou plus exactement contre, j'étais très jeune, hein, contre Unamuno. Parce que j'étais agacé par ce que j'appelais à l'époque la fausse dialectique de Unamuno. Et donc, j'étais parti là-bas avec Unamuno sous le bras. Et un jour, je me trouvais dans un train. Je ne sais pas, j'étais en déplacement pour une mission sans doute. Un beau matin d'été, soleil radieux, dans un train en bois, comme il y en avait là-bas, et il y avait en face de moi, dans le train, on n'était que deux dans le compartiment, et mon compagnon de voyage était un jeune Algérien magnifique, souriant, éclatant de santé et de joie. Enfin, il était splendide. Et moi, j'étais plongé dans la lecture du sentiment tragique de la vie de Unamuno. Et à un certain moment, j'entends comme un bruit de bouteilles de champagne qu'on ouvre, un bouton qui éclate, et le jeune Algérien s'écroule sur mes genoux, la cervelle fracassée. Alors évidemment, j'ai refermé le sentiment tragique de la vie et j'ai changé de sujet de thèse. Et donc à mon retour, jusqu'à présent, je n'étais pas tellement orienté vers l'Amérique latine. À cette époque-là, les études américanistes n'étaient pas très développées. Donc, je me suis embarqué sur l'océan. J'ai hésité entre Vallejo et Neruda. Bon, je suis resté valliériste, mais c'est sur
sur l'océan néroudien que j'ai décidé de m'embarquer, et pour de longues années. Parce que finalement, comme ma thèse, bon, j'ai mis une bonne dizaine d'années à faire ma thèse, avec 2 ans de détachement complet au CNRS. Voilà donc à peu près donc ce parcours qui n'est pas très traditionnel, évidemment. Et donc j'ai soutenu cette thèse devant l'Université de Bordeaux, devant un jury. Alors, le jury était composé de gens que je connaissais bien, mais comme j'avais enseigné, c'était les collègues que je connaissais parfaitement, c'était pour la plupart des amis à moi. Et il y avait là donc Pierre Regard, qui était le président du jury. Il y avait François Lopez de Bordeaux, à Bordeaux, qui était le seul qui ait une compétence dans le domaine de la poésie. Ensuite, il y avait quelqu'un dont je me souviens du nom parce que ça s'appelait Dubois, mais je ne vois pas du tout qui c'était. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait mon collègue de Poitiers, Serge Morel, et Henri Bonneville, qui était un péruaniste de Bordeaux. Voilà. Vous avez un peu anticipé sur la question suivante que je voulais vous poser, mais je vais formuler d'une autre façon parce que finalement, vous avez décidé de travailler sur Pablo Neruda. Oui. Vallejo aussi, mais peut-être en plus, enfin, on sait aussi que vous avez eu ce contact direct avec Neruda dans votre entourage, on va dire. Comment, quel était, qu'est-ce qui a déclenché la décision de travailler sur Neruda et aussi comment c'était cette expérience de côtoyer son sujet de thèse, en fait, finalement. Comme d'autres écrivains, comme vous avez cité Cortázar aussi, comment c'était cette expérience de pouvoir échanger avec eux, j'imagine, autour de la littérature latino-américaine. Oui, ce que vous dites est vrai et faux, parce que j'appartiens à une génération qui, dans le domaine de la recherche littéraire, était très peu portée sur la biographie. Enfin, même, c'était la génération où on avait la religion du texte. Bon, c'était lié aux études, au développement de la linguistique, etc. et de la nouvelle critique. Ce qui fait que l'homme Neruda, bon, je n'avais pas spécialement envie ni besoin de le rencontrer. Moi, sa poésie me suffisait, et surtout que elle était abondante. Mais je l'ai quand même rencontré, il est devenu mon ami. Bon, là aussi, il y a des circonstances, je ne sais pas si je dois le raconter ici, oui, non? Pourquoi pas, oui. Bon. Oui. Donc, j'étais à Poitiers et passe par Poitiers un homme qui s'appelait André Wormser, qui était un spécialiste de Balzac et qui dirigeait la page culturelle de l'Humanité. Et donc, j'ai eu à le transporter dans ma voiture. On allait à Blois, je crois, ou de faire une autre conférence. Et chemin faisant, il me demande quels étaient mes sujets de recherche. Enfin, donc, je lui rappelle, on avait parlé de Roger Vaillant, auquel je me suis intéressé, mais je ne sais même pas si les jeunes savent aujourd'hui qui était Roger Vaillant. Et puis je lui dis, mais je fais ma thèse sur Pablo Neruda. Ah, il me dit, ça tombe bien parce qu'il va bientôt être l'invité
de notre journal. Il me dit, je t'inviterai, bien sûr, tu viendras le voir. Et c'est ainsi qu'on s'est rencontrés. Donc, dans une circonstance extrêmement simple, Neruda est venu, les rotatives se sont arrêtées un peu, les ouvriers ont écouté le petit speech de Roland Leroy, qui était le directeur de journal, et Neruda a dit 2 mots, on a bu un verre de vin, et les ouvriers sont retournés à leur travail, tandis que Neruda était là sur une chaise dans un coin, un petit peu à l'écart, un peu comme il avait quelque chose d'aquatique, un peu comme un monstre marin échoué sur une plage. Et alors je me suis approché de lui, je me suis présenté. Il m'a dit, bon, on discute un peu. Et il me dit, j'attends Mathilde qui était sa femme, Mathilde Urrutia. J'attends Mathilde et on va voir Goldfinger. Il était très amateur de films de vampires, de films de James Bond, enfin ce genre de cinéma. Alors, est-ce que tu veux venir avec nous? Moi, je dis, volontiers. Donc on est allé voir Goldfinger et après Goldfinger, on est allé manger un couscous. Il ne connaissait pas le couscous et nous sommes devenus des amis. Et ensuite, je l'ai reçu chez moi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il a séjourné, j'habitais la campagne, il a séjourné chez moi, il est venu d'autres fois encore à Poitiers. Enfin voilà. Mais encore une fois, ça ne m'a pas apporté grand-chose pour ma thèse. D'abord parce que j'ai évité de lui parler, de leur parler. Je ne voulais pas mettre nos relations sur ce plan-là. Je préférais. C'était la même chose avec Cortázar. Quoique Cortázar, c'est un peu plus. était intellectuel, il aimait beaucoup parler de choses intellectuelles. Neruda, pas du tout. Neruda, c'était un silencieux, ensimismado, dirait-on. Et moi aussi, d'ailleurs, malgré les apparences, je suis un silencieux, donc on s'entendait parfaitement. Donc voilà. Et j'ai fait cette thèse qui a pris de nombreuses années, mais parce que, alors je ne sais pas, là, je pense que c'est à vous de me poser une question. Oui, tout à fait. Donc, c'est passionnant ce que vous racontez, évidemment. C'est pour ça que je reste à l'écoute. Est-ce que, justement, cette thèse, donc, vous avez bien fait la part entre les Neruda hommes et les Neruda poètes et ces textes. Qu'est-ce que vous avez cherché à démontrer dans votre thèse, pardon. Autrement dit, quelle était votre thèse? Alors, le sujet de ma thèse s'intitulait « La pensée poétique de Pablo Neruda ». Donc, il faut dire que Neruda est un poète qui est assez exceptionnel pour 2 raisons. D'une part, l'extension de son œuvre, c'est quand même une quarantaine de volumes de poésie. Et surtout, ce qui avait été très compliqué, c'est que Neruda est un poète qui a changé d'art poétique de façon totalement délibérée. Mais c'est une histoire qui est connue de tout le monde. Neruda, le choc décisif qui a motivé ce changement, c'est la guerre d'Espagne. C'était pour lui un véritable traumatisme. Et il a décidé, enfin, il a dit, le monde a changé, ma poésie doit changer. Et alors qu'il écrivait une poésie, celle de, par exemple, de Residencia en la Tierra, de résidence sur la terre, qui est une poésie hermétique, pour certains disent hermétique, qui ne l'est pas, mais enfin, une poésie difficile et sombre, très sombre, très angoissée.
Donc, il a décidé de rompre avec cette poésie et d'écrire une poésie qui s'adresse au peuple, qui soit lisible par le plus grand nombre. Alors, c'est ce changement qui était au cœur et qui reste au cœur d'ailleurs de toute réflexion sur Neruda, parce que mon postulat a été qu'on ne change pas de poésie comme ça, et que finalement, je pensais à cette époque, et je pense toujours, qu'il y a eu une unité profonde de la poésie de Neruda. Alors cette unité, il fallait trouver le concept ou le lieu à partir duquel on pouvait saisir, appréhender cette unité. J'ai pensé que la notion de matière était peut-être ce concept-là. Alors, je ne peux pas résumer ma thèse, mais disons que j'ai relu avec d'autres yeux le Résidence sur la Terre. Et c'est là, la bibliographie de Neruda était très pauvre à l'époque, elle est toujours d'ailleurs assez pauvre, malgré quelques grandes exceptions. Mais il y avait quand même à cette époque-là déjà un grand linguiste espagnol, Amado Alonso, qui avait écrit un livre qui m'impressionnait, que je considérais comme insurpassable, qui était Poesía y estilo de Pablo Neruda. Donc, je me suis intéressé à Résidence sur la Terre, et c'est un livre dans lequel l'expérience temporelle est centrale. Et pour faire court, je dirais que j'ai commencé par découvrir que c'est à travers l'expérience temporelle qu'émerge la notion de matière. Il y a une objectivation dans Résidence sur la Terre, une objectivation du phénomène temporel qui m'a semblé être le germe d'un matérialisme. Mais ce matérialisme était un matérialisme d'un type de nature entièrement différente au matérialisme dont j'étais nourri, que j'étais donc marxiste, et le matérialisme, la matière selon Marx, n'avait rien à voir avec cette matière que Neruda découvrait dans ses poèmes avant son engagement politique. Donc il y avait avant l'engagement politique de 1936, il y avait chez Neruda un matérialisme spécifiquement poétique auquel je me suis intéressé. Et l'originalité de ma thèse, finalement, ça a été la confrontation de ce matérialisme poétique avec le matérialisme historique selon Marx qu'on trouve dans le champ général. La matière qu'on trouve dans le champ général, c'est une matière parfaitement orthodoxe, tandis que la matière que Neruda avait découverte dans Résidence sur la Terre et qu'il a ensuite explorée jusqu'à la fin de sa vie, c'est une matière qui est ahistorique. C'est cette contradiction qui m'a intéressé, cette contradiction entre ces deux matérialismes. Voilà. Vous avez mentionné Damaso Alonso et d'autres personnes qui
qui ont été décisives, disons, dans votre parcours pour le choix de la thèse. Est-ce que vous voulez ajouter quelqu'un qui a eu un rôle, soit d'un point de vue intellectuel ou pédagogique, dans ce travail de thèse, dans la rédaction même de la thèse? Oui, alors, je dois dire que c'est sans doute un défaut, mais enfin un défaut qui finalement est à l'origine de, si j'ai quelques qualités, c'est à ce défaut que je le dois. J'ai fait toutes mes études depuis l'âge de 18 ans, loin de la faculté. C'est-à-dire que j'allais peu dans les bibliothèques. Et je travaillais donc le texte, je travaillais beaucoup sur les textes eux-mêmes. Les Chiliens diraient apotopeliado. Apotopelado. Le poto, c'est l'arrière-train, l'expression de cavalier. Donc, j'avais une approche du texte qui était, comment dire, adamique. C'est-à-dire que je croyais, et je crois toujours, à la nécessité, dans la recherche littéraire, de cette approche directe des textes. Et donc, est-ce qu'il y a eu un chercheur? Bien sûr, parmi les grands noms qui ont présenté, qui ont sans doute été à l'arrière-plan, il y avait toute la descendance de Bachelard, Jean-Pierre Richard, Hubert Durand et d'autres. Mais en réalité, pendant ma thèse, je ne lisais pas ou très peu. Très peu. Je ne lisais pas beaucoup de théorie. Tout ce que j'ai sorti de ma thèse, je l'ai vraiment sorti du texte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compté pour moi? Oui, il y a un Chilien. Je ne sais pas si le nom est connu des Français, mais enfin, c'est à mes yeux, parmi les grands chercheurs que produit l'Amérique latine, c'est un des plus importants. C'est Jaime Concha, un Chilien, qui n'est pas d'ailleurs, enfin, qui a écrit sur Neruda, mais qui est plutôt spécialiste de littérature coloniale et d'autres choses encore. Mais Jaime Concha, j'avais lu un article de Concha qui a été, dont je me souviens plus très bien d'ailleurs, mais tout ce que je sais, c'est que cet article avait été à l'origine de ma réflexion sur Residencia en la Tierra, un des articles qui m'a permis de dépasser Amado Alonso. Mais autrement, non, je ne peux pas dire qu'il y ait eu quelqu'un, parce que, encore une fois, très peu de gens, on écrivait beaucoup sur Neruda, mais d'une façon journalistique. Ce qui fait que ma biographie de ma thèse est très faible et très légère. Hein. C'est 5 ou 6 noms, pas plus. Donc, je ne vois pas de gens qui, à part Jaime Concha peut-être, qui joue un rôle dans ma recherche. Vous avez très bien fait le récit de cette articulation entre l'histoire et votre thèse, autant d'un point de vue personnel, hein, comment l'histoire avec un grand H a un peu façonné votre parcours, et aussi dans la thématique de votre thèse, l'importance de cette articulation entre poésie et histoire. Est-ce que, en dehors enfin, au-delà de ce parcours, au moment où l'histoire était, enfin, présentait des moments très, très durs et très intenses, est-ce que vous souvenez-vous d'autres difficultés rencontrées pendant Oui. la thèse, dans l'écriture
c'était la La thèse? première difficulté, comme je l'ai dit, c'était la dimension de l'œuvre. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'était une époque où bon, c'était avant les ordinateurs, tout ça. C'est-à-dire Oui, qu'on travaillait d'une façon très artisanale. Il avait fallu que je mette en fiche ces 40 volumes et, et quand j'avais oublié quelque chose, il fallait que je reprenne toute l'œuvre. Ça m'est arrivé une fois, euh, à propos d'une métaphore, ce qui était question de cheveux, d'un cheveu, et je ne comprenais pas du tout l'image. Euh, et j'ai relu, j'ai repassé au crible toute l'œuvre à la recherche du cheveu pour essayer de découvrir le secret du cheveu. Enfin, voilà, c'est un exemple un petit peu caricatural, mais enfin, qui est authentique. mm, Donc, il n'y a pas d'ordinateur, un travail manuel, et surtout, ce qui était difficile, c'est que le poète était toujours vivant et continuait d'écrire, de publier, et publiait très régulièrement. Et il évoluait. Alors, j'étais toujours obligé de rectifier un petit peu le tir, si j'ose dire. Et cette adaptation continuelle me posait des problèmes au point de vue du plan de la thèse et de son plan général. Mais bon, enfin, finalement, quand j'ai terminé ma thèse après sa mort, mémoration en 1973, et j'ai pu là quand même avoir à ce moment-là une vision définitive de ce qu'était son œuvre. Mais c'était la principale difficulté. Et puis peut-être aussi la simplicité, paradoxalement, c'est la simplicité du langage poétique de Neruda, sa transparence, qui est extrêmement difficile à analyser, à étudier. Quand j'ai renoncé à travailler sur Vallejo, à travailler sur Neruda, je pensais abandonner Vallejo parce que ça me semblait vraiment très difficile et que Neruda allait être plus facile. Mais je me trompais parce que je me suis heurté à un autre genre de difficulté, mais je continue d'ailleurs toujours à trouver très, très, très mystérieuse cette transparence et cette simplicité qu'on trouve dans les odes élémentaires, par exemple. Et c'est un réalisme, mais ce réalisme de Neruda est un réalisme très particulier. Donc j'espère pouvoir encore explorer certains recoins avant de déposer mon stylo. Parce qu'effectivement, vous êtes toujours actif et c'est pour notre grand plaisir. Personnellement, j'avais dit, quand j'ai eu l'occasion de parler de ma thèse, que vous m'aviez fait l'honneur de venir à la fin de la soutenance et que donc j'avais pu faire votre connaissance. Est-ce que vous gardez un souvenir spécial du jour de votre soutenance? Souvenir de quoi? Du jour de votre soutenance? Ah, le jour de la soutenance. Oui. Alors là, il y a des choses qui ne sont pas tellement avouables parce que je suis, je suis absolument nul dans le domaine pratique. Et dans les jours qui ont précédé la soutenance, j'étais complètement affolé parce que j'avais tous ces papiers et tout, qui étaient en désordre. Je n'arrivais pas à m'en dépêtrer. Et si je n'avais pas eu Fernando Moreno, mon ami, qui lui a la tête mieux faite que moi, et qui m'a aidé à mettre de l'ordre, donc j'aurais du mal à le faire. Mais il y a eu quand même quelques cafouillages, notamment
il y avait un exemplaire, il y avait un membre du jury qui avait un exemplaire qui était monté à l'envers. Bon, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il commence par la fin. Un autre avait une ou deux pages en blanc, parce que comme il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, je courais après les dactylos. J'en ai changé 2 ou 3 fois. Quelques-unes étaient assez mauvaises d'ailleurs. Et ce qui fait que, bref, sur le plan matériel, ma thèse était assez désastreuse, il faut bien le reconnaître. Et maintenant, je crois que ça ne serait plus accepté, heureusement. Voilà, donc j'ai eu cette soutenance a été émaillée de ces incidents, bon, qui ont été accueillis avec le sourire, d'autant plus que bon, c'était des collègues, parce que à cette époque-là, moi j'étais d'abord assistant, et tout de suite après assistant, je n'ai pas été maître assistant, par exemple. Je suis passé directement de l'assistanat à ce qu'on appelait la charge d'enseignement. J'étais chargé d'enseignement. Ce qui fait que j'avais très peu d'heures de cours, et bon, j'avais un service de professeur, quoi. Donc, tous les gens qui étaient là, c'était vraiment des collègues, des amis que j'avais côtoyés au jury d'animation, etc. Donc, ce genre d'incident pouvait se produire. C'était une autre époque. Il faut. C'est pourquoi, si vous ne m'aviez pas demandé, je n'en aurais pas parlé, parce que je suis un très mauvais exemple. Non, mais vous faites partie, comme vous disiez tout à l'heure, hein, de l'histoire de notre hispanisme. Hein, donc, et on ne pouvait pas manquer cette occasion de pouvoir échanger avec vous. Et la preuve, c'est que c'est extrêmement passionnant, tout ce que vous nous racontez. Et vous parliez de l'enseignement. Justement, vous avez été professeur des universités, de ce que je sais, à Poitiers, à l'université de Poitiers. Est-ce que, enfin, dans quelle mesure l'enseignant-chercheur que vous étiez tout au long de votre parcours a été en partie ou en grande partie ou totalement modélé par ces recherches que vous avez entamées pendant la thèse? Alors voilà, c'est une très bonne question, ça. Parce que ensuite, quand je dirigeais les thèses, j'ai toujours recommandé aux candidats d'abord de bien choisir leur sujet de thèse, parce que beaucoup de candidats choisissent des sujets de thèse un peu tordus, un peu très marginaux, et lorsqu'il s'agit de les recruter dans les universités, eh bien, les gens tournent un peu le nez, bon, à cause du sujet. Moi, mon sujet était extrêmement porteur. Et surtout, c'est un sujet qui m'a permis de prolonger ma recherche. J'ai continué jusqu'après la pensée poétique de Pablo Neruda. J'ai publié un autre livre qui s'appelle El Mar y la Ceniza, qui était une suite en quelque sorte de ma thèse, où j'approfondissais un certain nombre de notions, notamment, j'en ai pas parlé tout à l'heure, j'aurais dû le faire. Je crois que si les études nérudiennes me sont redevables de quelque chose, c'est, je crois, d'abord d'avoir donné toute son importance à un concept, à une notion qui apparemment est étrangère au monde de Neruda tel qu'on l'imagine, c'est-à-dire c'est le concept de l'inhabité. Cette matière, ce matérialisme poétique dont j'ai parlé tout à l'heure, est un matérialisme qui repose sur l'inhabité, c'est-à-dire la fiction d'une matière totalement inhabitée par l'homme.
j'ai continué ensuite, après ma thèse, à travailler sur cette notion, même encore cette année. Là, j'ai eu, on a découvert un poème de Pablo Neruda, traduit dans une revue française, 1930, 1939 exactement. Et un poème dont on avait la traduction, mais on n'avait pas l'original. Et on m'a demandé de reconstituer l'original à partir de la traduction, ce qui était une chose extrêmement, enfin, un très bon passe-temps à l'époque du confinement. Et donc là encore, j'ai retrouvé dans ce poème, qui est un poème sur Isla Negra avant la construction de la maison. Et Isla Negra, le premier regard porté sur Isla Negra, et là déjà on trouve aussi cette notion de l'inhabité. L'inhabité qui est quand même une contradiction majeure dans l'œuvre de Neruda, qui est un poète des multitudes, le poète populaire et le poète, bon, certains diront politique, je dirais plutôt civique. Mm-hmm. Il y a cette poésie de l'inhabité qui est, moi, je crois que l'utopie centrale de la poésie de Neruda, c'est d'habiter l'inhabité. Alors, l'utopie nous conduirait vers Cortázar. D'ailleurs, ma recherche ensuite s'est orientée vers les utopies poétiques. Mais tout ça, donc, c'était des retombées de ma thèse. Et bon, je trouve évidemment que Elmar Ilaseniz est bien supérieur à ma thèse de doctorat, bien qu'étant plus court, il n'y a que disons la moitié, il fait la moitié à peu près. Mais bon, cette thèse de doctorat quand même, dans laquelle j'avais mis tous mes efforts, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, c'est quand même cette thèse qui m'a accompagné dans toute ma carrière. Si j'ai quelques reconnaissances à l'étranger et dans le monde, c'est par cette thèse. Cette thèse m'a fait voyager à travers le monde. Je n'aurais écrit que ce livre, je crois que bon, les choses auraient été les mêmes de ce point de vue-là. Donc, c'est très important. Donc, la thèse, du moins, telle que je l'ai connue, c'est quelque chose de fondamental parce que ça décide de toute une vie. Et dans mon cas, ça a décidé de toute ma carrière. Voilà. Et vous n'abordez pas la dimension de l'enseignant, mais j'imagine que aussi, quand vous étiez face à vos étudiants, vous les ameniez vers cette idée de la lecture du texte et ce rapport du texte ensuite avec l'histoire, avec une utopie, hein, non seulement poétique, mais aussi une utopie éventuellement réalisable. Est-ce que dans l'enseignement aussi, il y avait quelque chose que cette thèse vous a forgé comme futur enseignant? Elle m'a donné surtout, elle m'a enseigné deux choses en y réfléchissant. D'abord, la dialectique, parce que j'avais au cœur de ma réflexion, il y avait une dialectique de la rupture et de la continuité, la rupture de 1936 et la continuité de l'œuvre. Et donc, bon, également ça, et la pratique que j'avais aussi de Vallejo m'a beaucoup orienté dans ce sens-là. Et bon, la connaissance que j'ai du marxisme. Le marxisme ne m'a pas aidé directement dans mon travail de thèse, mais il m'a été précieux dans la mesure
où il avait développé chez moi ce sens de la dialectique et de comprendre ce qu'était une contradiction, une véritable contradiction. Donc ça m'a été extrêmement précieux et ça continue à l'être. Autrement, bien sûr, maintenant, je ne sais pas, je vais peut-être reprendre tout ça, refaire un livre sur Neruda, parce que je n'ai jamais publié de livre. Ah si, j'en ai publié. J'ai publié un livre aux éditions de Lima sur Résidence sur la Terre, une lecture de Résidence sur la Terre. Mais autrement, je n'ai rien publié en français sur Neruda, ce qui est quand même un peu fâcheux. Sur Canto Général, ouais, en espagnol, effectivement. Oui. Et bon, la thèse vous a fait voyager de par le monde et avoir une reconnaissance certaine à l'étranger, au Chili, au Mexique, de ma connaissance, moi en Espagne aussi. Est-ce que vous l'avez relue, la thèse? J'en ai relu souvent des passages puisque je continue à travailler sur Neruda pour ne pas me répéter, pour voir ce qui n'était pas bien défini. Par exemple, un autre exemple, j'ai dit tout à l'heure qu'en effet, à l'époque où j'écrivais ma thèse, je méprisais la biographie et ceux qui travaillaient sur la biographie. Ce qui était une absurdité, surtout que Neruda est une poésie profondément autobiographique. Et cet examen critique que j'ai fait de cette position, c'est-à-dire que m'a conduit à rechercher, à orienter ma recherche vers le mythe du poète chez Neruda. La poésie de Neruda est une poésie qui constamment construit le mythe de ses origines. Et c'est ça qui m'a intéressé, donc cet aspect mythique et comment finalement cette autobiographie n'en est pas vraiment une, puisque c'est la construction qui a commencé très tôt chez Neruda, puisque il a décidé de s'appeler Neruda et de devenir poète très très jeune, à l'âge de 15 ans, 15-16 ans. Donc à partir de ce moment-là, toute sa vie et toute son œuvre sont confondues dans la construction de ce mythe le mythe qui était le mythe du poète avec un P majuscule. Et cette question a été souvent, on a souvent confondu ça avec de la vanité, mais ça n'était pas du tout le cas, c'était simplement une idée extrêmement haute qu'il avait de la poésie et de la fonction du poète. Et vous êtes toujours habité par votre sujet. On l'entend à la façon dont vous parlez encore de ces sujets qui vous passionnent encore. Quel conseil donneriez-vous à des jeunes doctorants pour devenir comme vous? Alors, oui, je leur donnerais plutôt un conseil de liberté, pour commencer. De ne pas se laisser enfermer, d'abord par sa propre thèse, c'est-à-dire aussitôt terminer la thèse, élargir le champ de la recherche. Moi, je suis allé vers la prose, j'ai énormément travaillé sur Roi Bastos. Je crois que j'aurais pu faire une seconde thèse sur Roi Bastos. Et donc, ne pas s'enfermer dans sa thèse et ne pas s'enfermer non plus dans les livres. Une chose que j'ai combattue pendant toute ma carrière, c'était cette idée, et les étudiants avaient tendance à faire ça, en face d'une œuvre
plutôt que de travailler sur l'œuvre, commencer par lire autour de l'œuvre, de lire de la critique, essayer de trouver une clé à l'extérieur à l'œuvre et ensuite l'appliquer à l'œuvre. Personnellement, j'ai toujours combattu cette tendance, cette méthode. À mon avis, c'est la recherche littéraire, c'est une recherche dans laquelle on doit s'impliquer personnellement. C'est-à-dire que lorsqu'on lit une œuvre, on lit cette œuvre non pas d'un point de vue théorique, on la lit avec son expérience personnelle, même si on n'en a pas conscience. Et il faut donc lire l'œuvre de cette façon et élaborer comme ça une sorte de méthode. Une méthode qui ensuite sera confirmée ou affirmée par les lecteurs théoriques. Mais à mon avis, il est indispensable de travailler ce que j'appelais tout à l'heure, ce rapport adamique au texte me semble quelque chose d'indispensable à la recherche littéraire. Donc, ne pas se laisser enfermer, ne pas oublier que, bien sûr, rédiger sa thèse, c'est un travail qui est un peu un travail de bénédictin à un certain moment. Mais il faut surtout essayer de s'ouvrir au maximum et ne pas s'enfermer dans ce genre de travail. J'ai tellement vu de grands esprits se flétrir comme ça dans le travail de la thèse que je conseillerais aux étudiants de vivre et de lire à partir de ce qu'ils vivent et non pas à partir des théories que des professeurs comme moi, comme vous, peuvent leur enseigner. Les théories sont intéressantes, mais la critique que j'ai envers la méfiance que j'ai envers la théorie tient au fait que, à mes yeux, tous ces ouvrages théoriques, toutes ces recherches théoriques qui ont fleuri depuis les années 60, quoi, sont finalement des recherches sur la poétique avec un grand P et non pas sur la littérature. C'est-à-dire que des recherches qui appartenaient davantage au domaine de l'esthétique qu'au domaine de la critique littéraire. Et je crois que c'est cette méprise à un certain moment, par exemple la sémiotique. La sémiotique a fait des ravages, a été un véritable désastre pour les études littéraires. Il y a eu d'autres apports positifs, mais moi j'ai assisté à ça. J'ai assisté, j'ai vu des étudiants se détourner des études littéraires parce qu'elles étaient déconnectées de la vie. Et ils s'en allaient vers des UV de civilisation ou autres, etc. Mais là, je crois qu'on a beaucoup souffert de ça et il faut prendre garde à ce que l'étude littéraire soit toujours en liaison avec la vie, avec l'expérience vitale de l'étudiant. Voilà. Voilà ma philosophie. Oui, très bonne philosophie. Il serait possible de nous lire la première phrase de votre thèse. C'est le prologue qui commence comme ça. C'est en espagnol. Piensan los poetas. Pablo Neruda, poeta, piensa que no. Lo dice en una entrevista. No tengo pensamiento ninguno. Lo repite en su memorial. Su saber es la pura sabiduría del que no sabe nada. Las cosas saben, el mar, el escarabajo parapeteado en su silencio. Las cosas saben y callan. Del silencio de las cosas salen las preguntas, los poemas. No es otra cuando la hay la sabiduría del crítico. No sabe, pero pregunta y elige en respuesta
su pregunta llamándola pensamiento poético. Voilà. C'est ainsi que les choses commencent. Bon, merci beaucoup, Alain. Il ne me reste plus que vous remercier par tout ce que vous nous avez apporté. C'est vraiment passionnant. Et merci. Au revoir, Merci c'était un beaucoup. plaisir. Igualmente. Et Olga, hasta siempre.